On va commencer par une présentation un peu générale de ce qu'est ce projet Climb. C'est une présentation qui va être faite par Seyna Boussal. Vous l'avez sûrement lu. C'est elle qui a fait la plupart des échanges mails pour l'organisation de cet atelier. Seyna Boussal coordonne au niveau de IPAR ce projet Climb. Et ensuite, il y aura une présentation sur le nexus changement climatique et migration, avec ce qui se passe un peu plus précisément au Sénégal, qui sera présenté par le docteur Ndeykoumba Diouf, qui est également de IPAR. Et c'est pour nous, pour moi, c'est mon experte migration. Donc Ndeykoumba, ensuite, ça sera à toi. Et ensuite, on va finir cette première section sur Climb Sénégal avec une présentation de notre collaborateur de Data Pop Alliance, Andrés, qui est en ligne sur les outils que l'on va mettre en œuvre au Sénégal. Ensuite, si on est en forme, je vous proposerai d'aller directement aux présentations de Stéphane et de Stefano. Sur comment est-ce que les données vont être exploitées, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées avec des exemples qu'ils ont déjà eus ailleurs, dans d'autres pays, avec d'autres types de données, et on pourra voir ce qui peut être fait dans le cadre de Climb plus précisément. Et je vous propose de faire la séance de questions après la présentation de Stéphane et Stefano, si vous êtes OK. Donc, je vous demanderai, les présentateurs, d'être dynamiques et brefs. À toi, Seyna Bou. Ok, donc bonjour à tous. Je me présente, je suis Seyna Boussal. Je coordonne le projet, comme Laure l'a dit, le projet Climb à IPAR, et je suis data analyst de formation. Donc je vais faire une rapide présentation du projet Climb dans la généralité, et ma collègue Ndeykoumba va faire un focus sur les activités qu'on a fait au Sénégal. Donc d'abord, il y aura la présentation du consortium, le contexte, les objectifs, l'approche de Climb, la présentation des différents modules de travail du projet, les livrables relatifs aux modules de travail et la conclusion. Donc par rapport au consortium Climb, comme Laure l'a expliqué, c'est un ensemble d'institutions de recherche, d'universités, d'entreprises du secteur privé et d'ONG qui se sont formées en consortium pour travailler sur le projet Climb. Donc le projet Climb signifie Climate Induced Migration in Africa and Beyond. Et en français, c'est l'analyse prédictive des migrations humaines qui sont induites par le changement climatique. Donc le projet est financé par les partenaires du Belmont Forum. Donc, comme Laure l'a dit, c'est un ensemble d'institutions, et chaque institution est financée par un bailleur différent. Et on a les différents bailleurs qui financent les différentes institutions. Ensuite, on a l'équipe Climb d'une expertise multidisciplinaire, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que les membres du consortium ont eu à se présenter tout à l'heure. Donc, on a 6 institutions, IPAR, avec Dr Lortal, DPA avec Dr Emmanuel Letouzé, Paris Lodron University de Salzbourg avec Stéphane, l'Institut de sciences sociales quantitatives avec Stefano, de Harvard avec Stefano, IDEMA avec Touba, et Malmao Université avec Aodong, qui est le responsable du consortium général. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, M. Sané l'a rappelé lors de l'ouverture, on a vu avec le rapport Groundswell Afrique de la Banque mondiale que les migrations climatiques internes dans les pays d'Afrique vont pousser jusqu'à 32 millions de migrants climatiques internes dans les pays d'Afrique de l'Ouest d'ici 2050 à migrer en l'absence de mesures concrètes en matière de climat et de développement. Et donc, entre 0,3 et 2,2 millions d'habitants de la côte ouest de l'Afrique pourraient être contraints de quitter la bande côtière de 5 km d'ici 2050.
plus spécifiquement pour le Sénégal, ce rapport montre que la zone sahélienne fait face à de nombreux événements climatiques extrêmes, avec plusieurs conséquences, donc des événements comme les sécheresses, les inondations, l'érosion côtière, qui ont des conséquences comme la dégradation de l'environnement, la raréfaction des ressources. Et donc, des simulations ont suggéré que d'ici 2050, les migrations climatiques internes au Sénégal pourraient atteindre jusqu'à 1 million de personnes, soit 3,3% de la population du Sénégal. Donc, c'est pourquoi le projet CLIME, c'est un projet qui vise les migrations humaines en Afrique, mais on va commencer par le Sénégal, et c'est ça qui explique le choix du projet pilote au Sénégal. Donc, pour les objectifs du projet CLIME, le but premier, c'est de pouvoir analyser les dynamiques de migrations humaines en Afrique en utilisant des modèles prédictifs d'intelligence artificielle pour anticiper les schémas de mobilité spatiale, de pouvoir ensuite simuler grâce aux modèles prédictifs d'IA les futures migrations induites par le changement climatique en Afrique et ailleurs, pour fournir des données utiles à la prise de décision stratégique, et ensuite de soutenir l'élaboration des politiques publiques adaptées visant à gérer les flux migratoires et renforcer la résilience des communautés locales. Alors là, c'est un petit résumé de l'approche de CLIME qui vise à comprendre le lien entre le climat et la migration. Donc, CLIME veut adopter une approche assez holistique pour explorer les mécanismes qui sous-tendent le lien entre climat et migration. Parce qu'on sait qu'on n'a pas un lien effectif qui montre que les migrations humaines sont dues au changement climatique. Donc, ce qui serait important, c'est de comprendre le principe de causalité cumulative, comment ces forces agissent ensemble pour stimuler les migrations induites par le changement. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conséquences de la migration, comme les conflits, la pauvreté, les épidémies et autres adversités qui induisent le changement, les migrations. Alors, toujours sur l'approche de CLIME, au niveau de la méthodologie, CLIME cherche à faire une collecte de données multidisciplinaire avec l'exploitation de données de téléphonie mobile. On en revient, mon collègue de DPA va revenir plus tard sur ce point au Sénégal pour mieux comprendre comment les déplacements internes influent sur les conditions de vie des populations. On va utiliser également des données d'observation de la Terre, des données de médias sociaux, notamment des données de Facebook et Twitter, pour avoir la perception des gens sur la migration. Et enfin, des données de migration interne au Sénégal grâce à des enquêtes qu'on va réaliser à IPAR, avec DPA, sur des populations qui ont eu à migrer suite au changement climatique. Ensuite, le deuxième point, c'est la modélisation prédictive, comme je l'ai expliqué, pour intégrer les impacts à court terme et à long terme des chocs climatiques. Et enfin, l'intégration des politiques, c'est-à-dire les données et les modèles sont intégrés dans les cadres politiques exploitables et vont permettre des interventions précoces. Donc là, je vais détailler un peu les 6 modules de travail du projet CLIME. Donc CLIME est un consortium avec 6 institutions et il y a des tâches qui incombent à chaque institution. Donc on a 6 modules de travail. Pour chaque module de travail, il y a une institution qui est leader sur le module. Excusez-moi, j'ai un problème avec... Ça passe plus. En attendant qu'ils reviennent. Oui, donc chaque institution a le lead sur un module. Le premier module, c'est la gestion générale du projet, la gestion administrative, financière du projet. Et le responsable, c'est l'université de Malmao avec Aodong comme lead. Et ce module, il a pour but de pouvoir gérer, de coordonner, d'élaborer un plan de gestion des données. Quand on parle de plan de gestion, c'est quelles données on va utiliser, comment on va les utiliser, qui va avoir accès à ces données, et conformément aux lignes directrices de la Commission européenne sur la gestion équitable des données. Ensuite, ce module implique l'organisation des réunions de projet qui sera également gérée par Malmao Université. Donc là, on a des leaders sur chaque tâche, mais c'est supporté par tout le monde. Donc ça, c'est juste les leaders. Et ensuite, il y a la mise en place d'un conseil consultatif d'éthique. Ensuite, pour le deuxième module, on a le cadre conceptuel et l'approche méthodologique qui sera
géré par IPAR parce que ce module veut avoir la connaissance locale des théories sur les migrations et changements climatiques au Sénégal. Donc, pour cela, on a fait un cadrage de l'étude, une revue de littérature qui sera présentée par ma collègue sur le Nexus changement climatique migration. Et cette revue de littérature va permettre de développer le cadre conceptuel et méthodologique de CLIME. Ensuite, on a le troisième work package qui est le traitement des données traditionnelles et développement d'indicateurs. On aura accès à beaucoup de données parce qu'on va faire de l'exploitation du big data. On aura par exemple des données sur la migration avec les données du centre de suivi des déplacements internes, des statistiques d'Eurostat et on aura également des données sur les changements climatiques qui sont disponibles au Sénégal pour la mise en place des indicateurs géospatiaux. Également, on aura à faire une collecte de données sur la politique et la gouvernance pour pouvoir faire un examen des politiques et réglementations nationales susceptibles d'avoir un impact direct ou indirect sur la migration et les changements climatiques. On devra faire également dans ce work package une analyse des indicateurs des conditions de vie des populations en Afrique et comment le changement climatique a affecté leurs moyens de subsistance. Et enfin, une collecte de données quantitatives auprès des populations affectées par les chocs qui sera traitée par IPAR, donc c'est l'enquête RDS qui sera présentée plus tard par mon collègue Andrés. Donc pour chaque work package, là je passe assez rapidement, mais pour chaque work package, on a des livrables. Et là, c'est à partir de ce work package qu'on commence à avoir des livrables sous forme de base de données. Donc là, on aura une base de données avec les indicateurs géospatiaux de série chronologique dérivée des données climatiques, des indicateurs sur les politiques de gouvernance, un rapport sur la conclusion d'Afrobaromètre et d'Eurobaromètre qui sont des bases de données collectant des données sur migration et changement climatique. Et on aura un ensemble de données assez conséquent des populations au Sénégal qui ont eu à migrer suite au changement climatique, suite à l'enquête RDS que IPAR va réaliser. Ensuite, pour le quatrième work package, celui-ci il est plus technique et le leader c'est plus. On aura accès à des données des réseaux sociaux, des données d'Internet pour voir un peu les aspirations migratoires et les besoins humanitaires après les chocs climatiques. On aura également accès à des données de téléphonie mobile, CDR, grâce à un partenariat qu'on a eu avec Sonatel Sénégal et qui nous permettrait de voir un peu la dynamique spatiale des déplacements induits par le climat au Sénégal. Et enfin, des données d'observation de la Terre avec la cartographie spatio-temporelle des risques climatiques et des changements de mobilité. Donc pour les livrables, c'est un peu pareil, c'est juste des bases de données relatives aux données que je viens de citer. Alors, je vais juste continuer. La cinquième partie, c'est la plus importante, c'est la modélisation et l'analyse prédictive des migrations humaines induites par le climat. Donc, maintenant qu'on a une base de données Big Data, on pourra commencer à développer notre modèle d'apprentissage automatique sur la base des données de migration et du climat qu'on a eu au Sénégal. Et on va s'appuyer également sur toutes les bases de données, des indicateurs et des données qu'on a eu à collecter. Après le développement du modèle, on pourra faire la prévision et la simulation des futures migrations induites par le changement climatique et au-delà, et également faire la simulation des tendances migratoires en fonction des différents scénarios de changement climatique. Donc pour ce livrable, on aura des documents de travail essentiellement avec des analyses de sensibilité et potentiellement prévoir et simuler la migration induite par le changement climatique. Et enfin, on a un dernier work package qui est la diffusion et l'exploitation avec IDEMA comme leader. Ce work package permettra d'exploiter et pérenniser les résultats obtenus avec CLIME pour assurer la gestion de la propriété intellectuelle et l'exploitation des connaissances. Permettra également de coordonner avec les initiatives pertinentes. On aura, comme Laure l'a dit tout à l'heure, l'occasion de faire une cartographie des différentes initiatives et projets au Sénégal. Et pour IPAR, on va faire des initiatives de renforcement de capacité et de sensibilisation afin de sensibiliser les parties prenantes, comme des ateliers comme celui d'aujourd'hui, sur les thématiques de changement climatique et migration. Et enfin,
pour conclure, donc le projet CLAM, il se veut promouvoir la recherche sur le nexus changement climatique et migration afin de mieux comprendre les liens qui sous-tendent le changement climatique, étudier les résultats pour guider la prise de décision politique et l'adaptation des stratégies, créer un cadre pour que les données soient disponibles et applicables à long terme, et enfin favoriser la sensibilisation et l'appropriation des résultats par les décideurs. Donc vous aurez toutes les informations sur le site CLAM Project. Vous pouvez juste flasher le QR code et sinon on vous donnera toutes les informations au besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Seynabou. On va sans plus tarder passer à la présentation de Ndeye Coumba où elle va nous faire un petit cadrage, qu'on se mette d'accord sur les éléments de nexus entre climat et migration pour le Sénégal. Ndeye Coumba, c'est prêt? Voilà, merci beaucoup Dr Lortal. Donc rebonjour à toutes et à tous. Donc je me réjouis de pouvoir présenter quelques éléments, voilà, de la revue de littérature qu'on a eu à effectuer avec notre partenaire DPA. Donc la revue de littérature, comme je l'ai précisé peut-être dans la présentation, sera quand même publiée. Ce n'est pas une revue de littérature qu'on va justement verser au projet, mais quand même on envisage une publication de cette revue de littérature pour, voilà, pour servir à d'autres recherches, etc. Donc cette revue de littérature a été structurée autour de deux parties. Une première partie qui a porté sur une perspective mondiale, et une autre partie qui a porté spécifiquement sur le cas du Sénégal, parce que comme Seynabou et Dr Tall l'ont dit ce matin, le projet CLAM envisage d'abord dans un premier temps de faire son angle d'analyse au niveau du Sénégal. Et donc on a pu faire une revue de littérature également sur le cas du Sénégal. Donc pour la première partie, concernant la perspective mondiale, donc on est parti déjà des réponses comportementales au changement climatique, sur les attitudes et la sensibilisation. C'est sur ce point qu'on a pu quand même se rendre compte que le risque est un des principaux facteurs qui influence la prise de conscience et la perception du changement climatique sur les populations. Donc vous voyez que le premier point... Alors on est parti de la notion du risque pour voir un peu comment est-ce que le risque est perçu par les populations et comment ce risque peut amener les populations à agir face à une certaine situation de désastre existante. Et après, selon Thomas et Al, il y a 4 piliers quand même principaux qui influencent la perception des risques liés au changement climatique. Donc, comme premier aspect, il y a l'accès aux ressources, la gouvernance, la culture et les connaissances. Ces piliers, comme je l'ai dit tantôt, influencent les attitudes et la sensibilisation au changement climatique, tout en sachant qu'également les actions de sensibilisation peuvent pousser les populations à agir d'une manière ou d'une autre face aux risques climatiques. Pour revenir un peu sur les approches théoriques concernant le lien entre changement climatique et migration et les terminologies surtout, il faut dire que la description des personnes déplacées par les événements climatiques soudains ou progressifs fait l'objet quand même de nombreux débats parmi les chercheurs et les organisations internationales, comme vous le savez. Donc en plus, les termes les plus couramment utilisés, comme réfugiés climatiques, déplacés climatiques, migrants climatiques ou migrants environnementaux, il y a diverses positions quand même terminologiques qui ont émergé depuis le début des années 1990, comme vous le savez sans doute. Donc jusqu'à présent, ce qu'il faut peut-être retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore une notion qui est universellement admise pour définir ces migrants que l'on qualifie aujourd'hui de migrants climatiques ou de déplacés climatiques, sachant que la définition quand même a des implications sur le plan juridique. Parce que définir quand même ces populations comme des réfugiés climatiques impliquerait en réalité une prise d'un certain nombre de dispositifs quand même internationaux qui protègent ces réfugiés climatiques-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau international, on n'a pas encore ce consensus-là sur la définition des migrants climatiques-là. Également, le terme de déplacé climatique a des implications en termes de politique de protection de ces déplacements climatiques. Ce qui fait que tous les pays n'ont pas encore ce consensus, n'adoptent pas encore un seul terme en ce qui concerne la définition de ces migrants climatique. Mais selon l'International Déplacement Monitoring, IDMC, en moyenne, depuis 2008, les catastrophes soudaines ont provoqué 25,3 millions de déplacements par an. En 2018, un rapport de la Banque mondiale estime qu'en raison du changement climatique d'ici à 2050, plus de 143 millions de personnes pourraient être contraintes de se déplacer à l'intérieur du pays, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud ou en Amérique latine.
Donc vous voyez que le lien quand même entre ce changement climatique, il y a une certaine reconnaissance du rôle du climat dans les mouvements de population. Mais n'empêche que le positionnement théorique ou consensuel, le positionnement théorique ou conceptuel reste encore non consensuel. La multicausalité des déplacements complique à la fois la qualification des migrations environnementales et la mise en œuvre des instruments juridiques, comme je l'ai dit tantôt, de protection de ces migrants-là. Selon l'OIM, compte tenu de l'importance de la question, l'OIM a apporté une définition adoptant le terme de migrants environnementaux qui sont considérés comme des personnes ou groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses liées à des changements environnementaux soudains ou progressifs, affectant négativement leur vie ou leurs conditions de vie, sont forcés de quitter leur domicile habituel ou le quittent de leur propre initiative. Donc ici, les événements soudains ou progressifs reviennent également sur cette définition de l'OIM. Donc de manière temporaire ou permanente et qui en conséquence se déplacent à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays. Je crois que cette question a été soulevée ce matin sur l'échelle géographique de ces migrants climatiques-là. Donc, les chercheurs également ont proposé un certain nombre de définitions, notamment Diallo, Dr Diallo qui est aujourd'hui dans cette salle, qui propose une révision sémantique avec le terme migrant écoclimatique. Donc, pour lui, le terme de migrant écoclimatique renvoie à toute personne ou groupe de personnes qui est contraint de quitter son lieu de résidence habituel en raison d'événements climatiques qui directement ou indirectement dégradent ses conditions de vie. Donc, Diallo estime l'utilisation du qualificatif climatique beaucoup plus adapté au contexte sahélien, sachant que le climat, à travers la pluviométrie, les températures et la variable écologique qui, selon lui, impacte le plus les conditions de vie des populations au Sahel. Toujours sur les approches théoriques, il faut dire qu'il y a également des divergences dans la forme utilisée pour désigner les migrations climatiques, mais aussi sur la méthodologie utilisée et les politiques recommandées. Il y a, d'un point de vue théorique, deux principales approches théoriques, donc le discours alarmiste, qu'on appelle les maximalistes, et qui a été dominé par des acteurs ayant une formation écologique ou environnementale, et qui considèrent une relation causale directe entre le changement climatique et la migration des populations. Contrairement au discours sceptique, ces auteurs-là, on les appelle des minimalistes, donc ils rejettent l'utilisation de la terminologie déjà de réfugiés environnementaux et l'approche des chercheurs alarmistes, et considèrent que le climat est un facteur de décision de migrer, parmi tant d'autres facteurs. Donc ça, c'est la conception des minimalistes d'un point de vue théorique. Pour revenir un peu sur les formes et temporalités des migrations climatiques, je sais que ça sera également l'objet d'un des points de discussion du panel de cet après-midi. Mais un peu pour revenir de manière générale sur les formes et temporalités des migrations climatiques et des déplacements internes, il faut dire qu'il existe également plusieurs concepts de temporalité. Tout à l'heure, je l'ai dit dans les définitions de l'OIM, il y a déjà cette migration soudaine, donc qui fait un déplacement quand même immédiat des populations, ou une immigration lente qui quand même résulte des sécheresses. C'est par exemple ce qu'on observe au Sénégal, la dégradation des sols et les changements des régimes dans les précipitations. Donc ça engendre quand même une forme de migration, mais une migration lente, plus réfléchie, etc. Plutôt que les migrations soudaines qui se font de manière généralement irréfléchie, soudaine, compte tenu de l'importance du phénomène climatique qui affecte les populations. Il y a d'autres temporalités également qui peuvent être observées dans la durée de l'épisode migratoire. Le déplacement saisonnier, comme on le sait tous au Sénégal, donc sous le terme exode rural, et la réinstallation permanente. Donc tous les deux, on les retrouve dans ce qu'on appelle ces formes de migration climatique. Et pour la réinstallation permanente, juste dire que c'est une réponse probable lorsque les conditions dans une région ont subi une rupture substantielle face à multiples facettes des processus de maintien de vie. Donc il y a également dans les mobilités climatiques cette question de l'immobilité qu'il faut prendre en compte, parce que les individus sont confrontés à des situations climatiques, mais leurs réponses peuvent différer d'une population à une autre. Donc il y a des populations qui sont confrontées aux mêmes circonstances, mais quand même qui peuvent trouver des moyens de s'adapter plutôt que de recourir à la migration. Un peu sur le genre et le changement climatique, ça nous a semblé être une question importante, mais quand même il y a beaucoup de lacunes en matière de recherche sur cette thématique-là, genre et changement climatique. Les quelques recherches qu'on a eues, c'est avec IPCC 2001, la BOAD 2012, qui confirme que le changement climatique a des effets spécifiques sur les femmes et les hommes, et que cela résulterait de leur rôle différent dans la société et de leur accès inéquitable aux ressources sociales, économiques et physiques. Également,
Il y en a d'autres qui disent qu'en Afrique et en Asie, 70% de l'eau domestique quand même est collectée par les femmes. Et ainsi qu'en période de sécheresse, les femmes et les filles doivent parcourir davantage de longues distances pour aller chercher de l'eau, généralement à des sources d'eau alternatives et de moindre qualité. Donc il y a déjà des choses sur cette thématique-là, genre les changements climatiques, mais il n'y a pas encore de recherche approfondie qui pourrait nous éclairer davantage sur cet impact différencié du changement climatique sur les hommes et sur les femmes. Alors, pour une autre section, on a parlé ici, c'est vraiment la question des données. C'est la question également de ce qui nous réunit ce matin également, sur la question de la modélisation, qui fait quand même qu'il y ait une partie assez importante du projet CLIMB. Et il faut dire que les tendances et défis dans la mesure des migrations induites par le climat, sur la difficulté d'estimer cette relation est étroitement liée aux incertitudes du changement climatique et à l'influence des différents scénarios de développement, ce qui rend les calculs précis difficiles. Donc il y a vraiment d'énormes difficultés aujourd'hui à avoir des chiffres précis. Il y a des incertitudes qui peuvent conduire à des estimations très diverses des futurs chiffres de la migration climatique, avec des estimations allant de 31 à 143 millions dans les décennies à venir. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est M. Cissé, que sans les données, les politiques ne peuvent pas agir. Et donc, il faut être beaucoup plus prudent sur les données pour pouvoir permettre de fournir des données fiables aux politiques. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui du projet CLIMB qui nous rejoint. Parce qu'il faut dire que les incertitudes liées à ces estimations peuvent créer un paradigme dans lequel les décideurs politiques ignorent d'autres facteurs de migration essentiels, y compris les préoccupations au niveau macro, méso et micro. Sur la question des données, alors il faut dire que sur la question de la recherche sur changement climatique et migration, il y a différentes sources de données qui sont utilisées, des méthodes qualitatives, également les méthodes quantitatives, tandis que la majorité fait appel à divers types d'examens, y compris les examens critiques, discutifs et politiques, mais également les méthodes quantitatives, quand même, et certaines études s'appuyant sur des données historiques, des enquêtes ou des sources non traditionnelles, telles que la télédétection, mais également les études sur les changements climatiques et migration, peuvent être divisés en deux grandes catégories, micro et macro. Les premiers se concentrent sur la migration des individus et des ménages, tandis que les secondes se concentrent plus sur le niveau régional et national. Toujours ça, c'est des exemples en termes de données qui sont utilisées, les données climatiques, environnementales, démographiques, les données de recensement, les données économiques, ce sont des sources de données qui sont utilisées par les chercheurs aujourd'hui en termes d'études sur le lien changement climatique et migration. Mais quand même, comme elle l'a dit tout à l'heure, dans le cadre du projet CLIMB, ce sera utilisé les connexions avec la téléphonie mobile, donc les données CDR, qui sont de nouvelles sources innovantes de connexion de téléphonie mobile, des médias sociaux comme Facebook, Twitter, pour suivre des populations en mouvement à la suite de catastrophes environnementales ou dans les zones soumises à des contraintes climatiques. Et ça, c'est quand même une source de données qui sera utilisée dans le cadre du projet CLIMB, tel que ma collègue l'a présenté tout à l'heure. Donc là, pour ne pas revenir sur les recommandations de l'OIM sur les données. Donc juste pour dire également sur la modélisation, parce qu'elle l'a dit, c'est une boucle, dans le programme du projet CLIMB, il est prévu des modélisations. Et donc il faut dire que dans la littérature, il a été noté le rôle crucial de la modélisation et de la prévision de la mobilité sur l'atténuation de l'incertitude. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'incertitudes dans la prédiction, dans les chiffres, etc. Et donc, la modélisation semble être pertinente au niveau de la littérature pour pouvoir atténuer cette incertitude-là. Donc, il y a une diversité de scénarios qui existent aujourd'hui en matière de modélisation. Donc, il y a le modèle à base d'agents, le modèle de radiation, mais également au niveau du projet CLIMB sera utilisé au niveau du projet CLIMB, ce sera utilisé le modèle d'apprentissage automatique, donc le machine learning. Les modèles d'apprentissage automatique sont capables de traiter d'importants volumes de données et d'extraire des informations à partir de modèles dans les données. Donc, ils peuvent potentiellement identifier des seuils ou des points de basculement dans les systèmes de migration. Donc, j'imagine que plus tard dans les discussions, les experts en la matière pourraient y revenir. Très rapidement, sur la partie Sénégal, donc là, on a essayé de montrer comment les migrations, les mobilités internes quand même ont évolué dans le temps au Sénégal. Donc, ce qui nous a permis de voir que voilà, avec l'exploration de l'histoire des migrations au Sénégal, on peut les classer en deux mouvements. Déjà à l'époque coloniale, ce qui était lié à la culture de l'arachide.
jusqu'aux migrations dues à la sécheresse après les années 1970, donc les premières sécheresses du Sénégal. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de migrants climatiques, mais quand même, pour la période qui avait précédé ça, et même avant l'indépendance, on a assisté à d'importants mouvements, quand même internes au Sénégal, et qui a consisté à ce système de Navetana, que vous connaissez tous, et qui a engendré de nombreux déplacements de population vers la zone du bassin arachidier. Pour la partie Sénégal également, on a essayé de voir l'urbanisation et le revenu rural en faisant un examen des effets de l'urbanisation sur la dépendance des ménages ruraux à l'égard des revenus agricoles. On a parlé également de l'impact du changement climatique en s'intéressant quand même à l'analyse des effets du changement climatique sur les moyens de subsistance dans les zones agroécologiques du Sénégal. Également, on a parlé de politique, l'examen des politiques et des initiatives au Sénégal qui visent à soutenir les migrants climatiques et à renforcer la résilience des communautés face aux désastres, face aux catastrophes naturelles. Juste pour finir sur la place du changement climatique dans la politique migratoire du Sénégal, c'est ce que je disais tantôt, on a fait cet examen et je crois que monsieur Cissé, en tout cas le monsieur de l'ANACIM en a parlé ce matin pour dire qu'effectivement, il n'y a pas moyen de douter, la question du changement climatique est bien prise en compte dans le document de politique migratoire du Sénégal, notamment à travers ses axes 11 et l'axe 13. L'axe 11 qui consiste à mettre en place un système performant de gestion des catastrophes naturelles et humaines pouvant entraîner des migrations massives avec tout un tas d'actions qui sont prévues dans le cadre de cet axe-là, mais également à travers son axe 13 qui consiste à d'assurer une meilleure gestion des personnes déplacées internes et des réfugiés et demandeurs d'asile, où également beaucoup d'actions ont été prévues à l'endroit de ces migrants que nous considérons comme des migrants climatiques. Donc voilà l'économie un peu de la revue de littérature, sachant que ce n'est pas très facile à présenter. Il y a eu beaucoup de points, mais quand même c'est un résumé de ce qu'on a pu faire. Merci. Merci beaucoup, Neifat. Astafurlah. Merci beaucoup, Ndeye Koumba. Donc on va avoir Sapiens qui va avoir la lourde tâche de présenter tout ce qui est données, exploitation des données. Sapiens, on est très tendu au niveau du temps. Donc je te demanderai de rattraper tout le retard qu'on a déjà eu. Je compte sur toi. Super. Alors, l'essentiel a été présenté par notre partenaire Andrés en ligne. Donc je vais aller un peu plus rapidement pour essayer un peu d'expliquer la partie des données. Donc de manière assez pratique, ce que nous faisons, c'est beaucoup plus cette collecte de données de manière assez tangible. Donc, ce qu'on a fait à la base, c'était de pouvoir identifier plus de 54 sources de données. Ce sont des sources, par exemple, de GRC, des sources, par exemple, des organisations, des agences des Nations Unies qui sont vraiment officialisées et qui collectent déjà des indicateurs sur lesquels on veut travailler. Après, il fallait faire un peu une revue en termes de qualité des données et ensuite regarder un peu. Bon, je pourrais vous montrer rapidement ce qu'on a comme des atteintes des résultats assez clairs qu'on a déjà de notre côté. Rapidement, et puis les objectifs. Donc, comme je le disais, de manière assez pratique, donc il y a les premières données que nous collectons. Nous, essentiellement du côté de place, nous concentrons sur l'observation spatiale. Donc, on essaie un peu de collecter ces informations qui viennent des images satellitaires. Je vais expliquer ça dans les détails. Mais la partie qui est un peu plus intéressante, c'est que d'abord, on va se rassurer de la qualité. C'est un élément sur lequel Stéphane Lang aurait insisté. C'est surtout sur la qualité. Est-ce que cette qualité elle est bonne? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'il en faut utiliser ces données? Pourquoi est-ce qu'on utilise cela? Et après une revue de la qualité, on va essayer de regarder aussi l'usabilité. Comment est-ce qu'on veut utiliser ces données? Comment est-ce qu'on veut utiliser ces données? Dans quel sens elles peuvent être utilisées dans le modèle? Et puis, est-ce que ces données sont flexibles? C'est un élément qu'on va expliquer à la fin. La flexibilité, c'est beaucoup plus pour ceux-là qui travaillent dans les agences ou bien ceux-là qui travaillent beaucoup plus dans la cartographie ou dans les analyses. C'est que les données que vous produisez, vous devez être capable de pouvoir le communiquer ou que ces données soient capables d'interagir. C'est un peu l'interaction entre les données. Et en général, il y a des éléments clés qui facilitent cela. Donc, et là, par exemple, nous avons quelques indicateurs que nous collectons de manière assez pratique. Ça, c'est la qualité de données dont on a parlé. Vous m'entendez? C'est bon. Alors, donc, maintenant pour la collecte de données, rapidement,
pour la qualité des données. Bon, donc ça, c'est un peu de manière claire. C'est un exemple assez pratique de ce que nous collectons. Ça, de ces côtés-ci, c'est par exemple le Land Surface Temperature. C'est un peu la température changeante dans les différents milieux. Pour ceux-là qui connaissent un peu le Sénégal, surtout dans la partie du nord, du côté de Matam et tout le reste, en général, les gens vont devoir se sentir un peu mal à l'aise avec la hausse de la température. Et cette hausse de température, ce n'est pas elle qui induit cela, mais c'est beaucoup plus les maladies qui peuvent venir de cela. C'est beaucoup plus les autres éléments qui sont liés à ça, par exemple la productivité agricole et tout le reste que nous observons à travers les images satellitaires et que nous pouvons collecter en temps réel. Donc, il y a d'autres éléments comme par exemple les sea level rise dont on a là-bas. Donc, les sea level rise, c'est beaucoup plus la hausse des eaux qui va induire aussi les éléments sur, comme vous pouvez le voir à la droite, c'est les éléments sur l'érosion côtière. Et à la fin, en dessous, comme vous le voyez en dessous, ça c'est la sécheresse que nous essayons aussi de suivre de manière assez pratique. Ce que vous voyez là-bas, c'est des animations que nous avons créées, nous avons les données et qui permettent un peu de pouvoir voir un peu de manière pratique au fil des années, de 2010 à 2022, comment est-ce que cela a pu changer par exemple au Sénégal. Et en général, ce que nous faisons, il y a aussi la dégradation des sols. On a un élément très pratique que l'on a introduit au niveau des places, c'est ce qu'on appelle les night lights. C'est beaucoup plus, pour les questions de mouvement, c'est un élément qu'André a insisté dessus. Comment est-ce qu'on sait quantifier les migrations? Comment est-ce qu'on peut obtenir des données fiables par rapport à ça? L'élément que nous, on a introduit à notre côté, c'est beaucoup plus les lumières de nuit. Donc, c'est généralement un élément pratique pour savoir les questions de maison, parce que les gens qui bougent, ils ne vont pas dormir dehors, ils vont dormir dans des maisons. Si nous pouvons capter cela à travers les images satellitaires, cela pourrait nous permettre, avec une estimation d'une personne par ménage, cela nous permet de pouvoir savoir quelles sont les personnes qui ont bougé par rapport aux endroits où il y a une diminution de lumière et quelles sont les personnes qui ont augmenté par rapport aux endroits où il y a une augmentation de lumière, qui nous permet un peu de pouvoir avoir une estimation, pas assez fiable, mais à un pourcentage de migration de personnes qui mouvent. Donc, je ne vais pas trop passer du temps ici, donc ça c'est un peu les couvertures de sol que nous cartographions. Ensuite, il y a beaucoup d'autres aspects pour pouvoir extraire maintenant les données et les convertir, les images spatiales et les convertir en données. Tu vas me rappeler quand je suis dans le temps. Je reste avec combien de temps? 10 minutes. Ah bon, non, c'est beaucoup. D'accord. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc, avant de pouvoir avancer, donc, toutes ces données-là dont on a parlé, pour les scientifiques, pour les gens qui sont dans le domaine, c'est bon, ça marche un peu rapidement. Ça marche un peu rapidement. Mais pour les décideurs, pour les gens qui sont un peu dans le monde pratique, ils ont besoin de quelque chose qui est tangible. Donc, toutes ces données-là, on va les extraire. On va les extraire et comme c'est des images satellitaires, on va les extraire pour les convertir en données. Ensuite, on va devoir balayer. Balayer, ce n'est pas parce que ce sont des données qui ont été collectées, comme dans la pratique normale de la suivi-évaluation ou des data analysts, comment ils le font. Donc, ce que nous allons faire comme balayage, c'est que deux fois, les satellites aussi vont faire des erreurs. Et, par exemple, à Matam, où il n'y a pas assez, par exemple, il n'y a pas de forêt, ça va nous dire qu'il y a des forêts. Pourtant, il n'y a pas de forêt. Les forêts, ça se trouve au sud du Sénégal, du côté de Casamance. Donc, c'est un peu le balayage. Il faut balayer par rapport à la connaissance scientifique, par rapport à ce que et la réalité sur le terrain. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour essayer un peu de pouvoir comparer ce que l'on a et ce que vous avez, ce que vous connaissez, pour essayer d'échanger et pouvoir nous approfondir sur la thématique. Donc, et après, il y a la validation. Après la validation, c'est la normalisation. La normalisation, je vais expliquer ça très rapidement, et puis après la visualisation. Donc, les éléments qui nous ont aidés dans le travail, c'est beaucoup plus par rapport à certaines sources. Il y a la dame qui a présenté avant moi, c'était beaucoup plus la source, par exemple, à la Banque mondiale, où il y a les données qui viennent des Ground Swell Reports, où on essaie un peu de pouvoir déjà identifier les éléments derrière le migration, les niveaux d'indiction de ces éléments-là. Donc, en général, on va essayer un peu d'estimer. Pour certaines personnes, ils utilisent le machine learning de manière assez automatisée où tu donnes, il fait ce qu'il veut. Mais d'autres manières, désolé, bon,
d'autres manières, c'est qu'en général, ça va aussi aller avec d'autres éléments. Donc, ce que nous, on a fait, par exemple, c'était pouvoir estimer un poids pour certains indicateurs, par exemple pour l'urbanisation, par rapport à la température. Le poids ici, c'est beaucoup plus le niveau d'influence de cet indicateur par rapport à la migration. C'est ce que l'on veut comprendre. Et c'est un peu ça de manière rapide. Et donc, un élément pratique, c'est par exemple pour le land surface temperature, comme je le disais, ça c'est la carte, ça c'est l'imagerie extraite, ça c'est un peu la température qui est extraite dedans. Donc, on a par exemple les températures, mais il faut maintenant que ces températures-là soient convertibles, on soit capable de comprendre cela, et c'est pour ça qu'on va des fois aller vers la partie de weight, on va donner du poids à certains indicateurs pour pouvoir faciliter l'intégration dans les modèles, c'est pour pouvoir donner un peu du poids par rapport à ça. Et puis, c'est un peu ça, de manière pratique. Donc, à la fin, c'est un dashboard que l'on va avoir. Les dashboards que l'on a, c'est un dashboard qu'on avait fait au début du projet, pour essayer un peu de pouvoir récupérer toutes ces données, les afficher sur un élément qui est un peu intégral, où on met les indicateurs derrière, derrière le climat, et on essaie un peu de pouvoir montrer les migrations, pour que les gens qui veulent comprendre en temps réel, les gens qui veulent décider puissent savoir, voici les migrations qu'il y a eu à cet endroit, à ces moments-ci, voici les indicateurs, voici les éléments du changement climatique, les circonstances du changement climatique qu'il y a eu, et voici les niveaux d'influence de chaque élément du changement climatique par rapport à cela, pour pouvoir décider. Parce que si on veut décider d'arrêter l'immigration à un endroit à Matam, et qu'on le retrouve, ça c'est l'élément que je voulais, que l'on retrouve, donc comme vous pouvez le voir ici, et que l'on retrouve par exemple que pour ces endroits-là, il y a le niveau d'influence le plus grand, c'est par exemple ici. Le niveau d'influence, c'est beaucoup plus les eaux. Et parce qu'il y a eu des inondations, il y a eu beaucoup plus des érosions côtières, on va se concentrer sur ça. Et on peut observer les migrations qui changent par rapport à ça. On peut décider, donc c'est un peu plus pour aider les décideurs par rapport à ce qui s'est fait. Donc, de manière assez pratique, c'est un peu ça du côté de place. J'espère que j'ai été humblement dans le temps et voilà, merci beaucoup encore pour cette opportunité. Merci Sapiens. On va finir avec une présentation de Stefano qui va, au-delà de montrer les données, qui va nous donner un peu plus de connaissances et d'informations sur la manière dont on modélise ces données. Donc la migration, c'est bien sûr un résultat démographique, mais les méthodes, l'approche, c'est démographique. Les modèles démographiques ne sont pas capables d'expliquer ce particulier phénomène, car les mécanismes biologiques n'est pas les mêmes. C'est pas évident comme là dans la mortalité ou la fécondité comme ça. Donc l'approche traditionnelle, c'est d'utiliser l'économétrie sur les modèles statistiques appliqués à ces données. Et normalement dans la littérature, on voit les modèles gravitaires, gravity model. Ils sont très simples à appliquer, mais ils sont incapables d'expliquer les causes des phénomènes qu'on est en train d'étudier, et surtout ils ne sont pas capables d'être utilisés pour faire des prévisions. Et c'est pas que c'est une partie de notre projet. Donc les CLIM Project, il s'est posé une question: comment pouvons-nous construire des modèles améliorés? C'est des modèles qui non seulement soient prédictifs, mais aussi explicables. Pourquoi nous voyons l'explicabilité? Parce que si on comprend bien les causes et l'effet, la relation entre la cause et l'effet, on peut parler avec les décideurs et avec leur, on peut
on peut essentiellement les aider à prendre des décisions qui peuvent atténuer les effets de la migration ou de la climate change. So, je vais vous expliquer l'approche, qui c'est un mixage entre les modèles gravitaires temporels et l'apprentissage automatique ou le machine learning. Donc, le modèle CLIMB d'apprentissage automatique, il a certaines caractéristiques. Je vais les linker. So, le modèle accepte nombreux prédicteurs potentiels. On a vu dans les présentations précédentes qu'on peut construire des différents indicateurs. Potentiellement, ils sont des indicateurs climatiques, même économiques, sociaux, et en plus. So, on a centaines d'indicateurs, and we want to understand. On va comprendre leur valeur potentielle d'explication. Donc, le modèle est aussi parcimonieux parce qu'il va sélectionner les prédicteurs en fonction de l'explicabilité qu'il nous donne sur les prévisions. Et aussi, c'est adaptif parce qu'il s'adapte au contexte de la migration. On sait bien que c'est différent si on se focalise sur le sea level ou bien si on se concentre en les inondations. So, à chaque fois, on doit avoir un modèle qui est capable d'adapter au particulier flux migratoire. C'est aussi adaptif par rapport au temps parce que les processus migratoires et les climate change, ils n'ont pas la même vitesse selon de la situation. Il est un modèle linéaire, ça veut dire interprétable, c'est pas une boîte noire. Et aussi, les modèles, comme résultat, pour chaque prédicteur, c'est capable d'expliquer l'importance relative des prédicteurs. Mais c'est un modèle d'apprentissage automatique, donc il a besoin de beaucoup de données, comme tous les modèles d'apprentissage. Ça veut dire quoi que le modèle est adaptif par rapport au temps. Normalement, le but, c'est d'expliquer pourquoi on voit ce type d'endement de phénomènes migratoires. On va expliquer quels sont les facteurs qui influencent ce mouvement. Mais comme vous voyez, le mouvement, c'est pas, il n'a pas la même vitesse. Par exemple, ici, c'est very calme, et ici, c'est très agité. Et then, on a une autre période qui c'est plus calme et comme ça. On utilise une fenêtre adaptive temporelle. Et cette fenêtre, la largeur de cette fenêtre, ça dépend des processus même self. Et ça, on introduit une flexibilité du modèle par rapport à l'économétrie traditionnelle. Par exemple, quand le régime est stationnaire, il n'y a pas particulièrement de change de vitesse, tous les modèles, c'est plus ou moins en fonctionnement. Tous les modèles fonctionnent bien. Par exemple, ici, c'est un particulier flux migratoire, c'est les points noirs que vous voyez. En jaune, c'est le CLIMB model. Et en rouge, c'est le traditionnel time series model, série temporelle. C'est difficile de voir quel modèle c'est préférable quand le régime n'est pas stationnaire. Mais si on va cumuler cette excursion du processus, on voit que les modèles traditionnels, ils déraillent parce qu'ils assument que ce n'est pas trop changé par rapport au passé. D'autre côté, les modèles dynamiques, like les CLIMB modèles, il est adaptif. Vous voyez que c'est plus ou moins, il essaie de suivre la trajectoire du processus. Okay. Then, à propos des facteurs, sur la sélection des facteurs.
faut pas trop concentrer sur le nombre de cette variable. So, ça, ce sont des prédicteurs pour cette particulière série temporelle. Mais ici, vous voyez les dates sur les différentes périodes. Et ici, c'est le prédicteur. Si vous voyez de rouge ou de couleur en général, ça veut dire que cette prédicteur, c'est important pour expliquer ce particulier moment de la migration. Si vous voyez de blanche, ça veut dire que ce prédicteur n'est pas utilisé. Et vous voyez, il y a des patterns, so some recurrent configuration, ça veut dire de ce prédicteur. Ça change avec le temps. C'est difficile à comprendre, mais si vous voyez cette figure, ça c'est une summarisation de ce qu'on a vu dans la précédente vue. Ça veut dire que les prédicteurs qui sont dans les bouts à droite, top, en dessous, sont les très importants prédicteurs, while those predictors here are pas tellement importants. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vraiment expliquent les comportements de cette série, et des autres qui ne sont pas très importants, so on peut les éliminer dans la discussion, et des autres qui on doit discuter avec les experts en matière de migration. So on a appliqué ça, par exemple, pour la migration des réfugiés en Somalie vers l'Union européenne. So, ce que vous voyez ici, c'est la map de Somalie avec les différents indicateurs. Il y a des indicateurs de conflit socio-économique, some soil indicators, and things like that, des choses comme ça. Et vous voyez que pour chaque région, les différents facteurs ont différents poids. Et sur les modèles, comme je vous expliquais, ils prennent tous les données qui sont disposables, sur les données migratoires, les données de climat, et les données socio-économiques ou politiques. On fait la normalisation, on réduit tous ces indicateurs à facteurs communs, comme on a vu dans la précédente présentation. Et après, on fait l'apprentissage automatique avec les modèles CLIM. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'analyse explicative, quels sont les facteurs temporels et spatiaux qui sont relevants pour l'analyse qu'on fait. Et aussi, on va à comprendre comment les prédictions ça marche et quelle est la qualité de la prédiction. So, j'ai presque terminé. So, qu'est-ce qu'on sait ici, c'est les différents flux migratoires pour les différents pays de l'Union européenne. Et ce que vous voyez, c'est que les modèles traditionnels, normalement, ne sont pas bons à faire les prédictions. Ils ont très large, très low quality. So, ils ne sont pas très bien en termes de précision. Mais les modèles de CLIM, c'est plus stable. So, les prévisions sont plus stables, sont plus précises, parce que les bandes de confidence sont très short. Et ils sont aussi more fiables pour évaluer l'incertitude des prévisions. Et c'est très important quand on fait de la planification. Qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que pour les différents pays de destination, les différents indicateurs jouent un rôle différent. So, pour certains pays, c'est très important l'aspect social. Pour des autres destinations, c'est plus important l'aspect politique et so forth. So, en conclusion, ce modèle peuvent indiquer quels sont les facteurs importants, mais on a besoin d'un ultérieur pas. Ce pas, c'est l'analyse causale. Ça veut dire, ok, on a vu
des facteurs qui sont importants, mais maintenant on va faire des scénarios. Qu'est-ce qu'il arrive si je change, j'ai l'habilité de changer quelqu'un de ces facteurs, par exemple par une intervention de type politique ou d'autres types. Donc, ça s'appelle des modèles de contrôle synthétique et c'est partie de ce qu'on est en train de faire pour le CLIM project. Merci beaucoup. Pardonne-moi pour mon français. Merci beaucoup Stefano. On a du temps pour prendre quelques questions et commentaires. Donc parfait, moi c'est donc Alassane Diallo, hein. Je travaille sur ces questions de changement climatique, migration. Donc je peux être bavard, hein, donc n'hésitez pas à m'arrêter sur ces questions. Il fut un temps, j'en ai fait pratiquement ma chasse gardée. Mais bon, mais ça c'est fini. Hein. Donc, non, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres chasseurs. Exact. Donc je commence par la première présentation, donc c'était celle de Seynabou qui parlait des modèles. Au fait, ce qui me fait un peu peur, c'est je suis pour une gouvernance par les chiffres. Hein. Je suis là-dessus, je suis un économiste, je suis totalement là-dessus, mais pourvu que ce qu'on mouline dise quelque chose, sinon on passe à côté. Et sur la question des changements climatiques, c'est super important et c'est super dur de faire des prévisions. Je vais y revenir tout à l'heure sur le modèle de contrôle synthétique et les problèmes que cela peut soulever. Tout d'abord, donc, si je reste sur donc, le modèle de Seynabou, il nous disait que donc, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de modéliser, la nature du changement climatique. Ça change tout, selon que vous êtes sur donc, du changement climatique soudain ou bien du changement climatique progressif. Donc ça, il va falloir que vous le déterminez. Et quand il dit qu'il n'y a pas un lien direct, si avec des changements climatiques brusques, comme ce qui se passe au nord du Sénégal, il y a un lien direct qu'on peut établir. Et là, ce qu'on observe, c'est plutôt donc des migrations. Donc, ce ne sont même pas des migrations, ce sont des déplacements de personnes vers principalement les centres de distribution de l'aide. Et une fois que le milieu recouvre sa situation, les populations viennent. Donc, c'est très différent de faire ce genre de modélisation. Et l'échelle aussi de compatibilité entre les données climatiques que vous allez avoir, ou changement climatique, hein, ou environnemental, et aussi les migrations. Le patent est super important. Je sais que les climatologues sont là, Youssouf peut confirmer. Hein. À l'échelle d'un champ aussi, ça peut être super important. Est-ce qu'il pleut? Donc, s'il pleut d'une région à une autre, c'est super compliqué à prendre en compte. Et il y a certains développements qui utilisent ce qu'on appelle les NDVI pour prendre en compte ces aspects. Et sur les données également, sur les données aussi, donc, ce qu'on appelle la big data, hein, généralement, il y a aussi le GMDC qui fait ce genre de travail sur les migrations climatiques. Et ce qu'ils observent, c'est plutôt les mobilités. Et ça aussi, c'est super important. Est-ce que vous parlez de mobilité? Est-ce que vous parlez de migration sur une période supérieure ou égale à 6 mois? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça aussi, il va falloir que vous le définissiez. Donc, si je continue, oui, sur la revue de littérature empirique aussi, bon, oui, de plus en plus, on commence à le dépasser, hein, ce clivage qui existait entre les sciences dures et les sciences molles, hein, si j'ai horreur de ces termes, mais bon, c'est comme ça qu'on dit, donc on va le dire ainsi. Hein. Parce qu'en fait, au début, les scientifiques purs et durs, les géographes, donc les spécialistes de l'environnement, c'était pour plutôt sensibiliser par rapport à la situation environnementale qu'ils avaient donc ces prédictions qui étaient pratiquement alarmistes, hein, sur la question. Et là, ils ont accepté, bon, ils ont trouvé un consensus. Ce que les chercheurs savent faire et les politiques ne savent toujours pas faire, c'est trouver un consensus. Donc là, ils ont trouvé un consensus. Oui, le changement climatique joue, mais également, il y a d'autres facteurs socio-économiques qui l'expliquent. D'où aussi cette notion de modéliser à travers ce qu'on appelle le concept de vulnérabilité, qui prend en compte et le climat et aussi les autres aspects que vous avez soulignés dans vos différentes présentations. Les données d'enquête également, si j'en arrive à Andrés, donc c'est les mobilités, donc là il va falloir que vous nous le définissiez. Et aussi, comment vous prenez en compte aussi ce qu'on appelle aussi, parce que vous savez, hein, nos parents savaient aussi s'adapter par rapport au climat. Comment vous le prenez en compte dans votre modélisation? Si c'est une pratique ancestrale, comment vous le prenez en compte? Pourquoi? Et là, c'est super important. D'où la nécessité d'avoir aussi ce qu'on appelle une mémoire statistique avant de faire ce genre de travail.
comment vous prenez en compte les transformations sociétales qui ont intervenu, donc, parce que les populations aussi, donc, les populations locales aussi ont ce qu'on appelle des moyens d'adaptation in situ sur place. Comment vous le prenez en compte? Et donc, pour la quatrième présentation, je vais être donc rapide, hein, je l'avais dit, hein, sur la modélisation. Oui, je suis totalement d'accord avec la dernière présentation. Oui, ce qu'on fait, moi, je travaille sur les modèles de gravité. Et là, ce qu'on regardait, ce sont des effets, donc on regarde s'il y a un effet climatique. En fait, dans ma tête, c'est ce que je voulais faire. Mais à la fin, je me suis résigné à ne plus faire de prévisions, pour X raisons. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, hein, donc, on a des incertitudes qui sont liées au changement climatique. Les jets, à chaque fois qu'ils seront en rapport, donc ça change de temps en temps, hein, mais les grandes tendances sont là. Les incertitudes également sur la fiabilité des données qu'on a utilisées, qui fait que c'est très difficile d'avoir ce alpha et ce bêta qui va vous permettre in fine donc de dire quelles sont les prévisions. Et donc là aussi, je ne sais pas comment vous allez, et vous le savez mieux que moi, hein, quand vous travaillez sur les données climatiques, vous avez un problème de saisonnalité. Ouais, avant de faire une prévision, vous devez forcément désaisonnaliser donc la chronique qui est utilisée. Et je parle de chronique, hein, donc ça veut dire que vous devez avoir une mémoire assez énorme parce que c'est une série temporelle, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Je pense que vous le savez. Et il y a des modèles également. Vous devez également connaître ce qu'on appelle le schéma du modèle. Quel est le schéma du modèle pour voir est-ce qu'il y a une mémoire qui est liée, donc soit c'est un modèle armant ou pas. Donc ça aussi, on doit le savoir hein, éventuellement avant de pouvoir faire nos prévisions. Et si vous arrivez sur la dernière question, c'est plutôt par rapport au modèle de contrôle synthétique, hein, Rubin, Fekta, Abadi, qui a beaucoup de travail sur ces questions. En fait, la chose la plus compliquée, c'est d'avoir un groupe de contrôle. Comment vous allez contrôler pour pouvoir dire que oui, à partir du moment où j'ai mon traitement, par la suite, tout ce qui va bouger, donc ce sera un effet climatique. Au-delà de définir les variables climatiques. Donc, je reste là. Hein, donc je m'en arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. On voit bien que vous êtes passionné par la question et que vous avez écouté toutes les présentations avec beaucoup d'attention. Je suggère que vous vous asseyiez à côté de Stéphano à l'heure du déjeuner pour discuter un peu plus des questions de modélisation, parce qu'il s'agit de questions qui sont très pointues et qui peut-être vont dépasser la majorité des gens de cette audience. Donc c'est vraiment une discussion d'experts. Stéphano, vous pouvez avoir cette discussion over lunch. Pour les autres questions, je suggère qu'on prenne toutes les questions et qu'après on ait une réponse pour tout le monde. On va pas prendre dans le sens dans lequel les questions sont venues, on va prendre dans le sens de la salle. Donc il y avait une question ici. Après, on avait une question de ce côté-là avec monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur ce que le professeur disait par rapport au modèle. Je ne connais pas grand-chose, malgré que j'ai travaillé sur un modèle quand je faisais mon mémoire à l'INRA, AgroParisTech, sur prédire le meilleur itinéraire technique pour le blé d'hiver. Je laisse tomber parce qu'on m'a clashé lors de ma soutenance. C'est bon, merci. J'avais plutôt une question par rapport aux observations géospatiales. Et, le collègue a montré qu'il y a plein de paramètres qui sont observés, le sol, l'eau, la chaleur, etc. Mais je n'ai pas vu une observation sur les feux de brousse, par exemple. Parce que pour moi, c'est important, les feux de brousse qui posent pas mal qui poussent beaucoup, surtout les éleveurs, à migrer. On fait des observations là-dessus à la périphérie du Niokolo, pas pour des modèles de migration, mais plutôt comprendre quelles sont les causes des feux de brousse. On fait des observations satellitaires avec les images NASAFIRM, etc. On observe annuellement quels sont les feux, où ça se produit, etc. Et on fait maintenant des enquêtes dans les villages pour comprendre qu'est-ce qui a causé ça. Je pense que, et on note beaucoup de déplacements de ces gens-là, de tous les éleveurs, des gens qui ont des bétails, etc., qui changent de zone pour aller trouver du fourrage ailleurs. Donc l'observation des feux de brousse, pour moi, ça peut être quelque chose qui est important. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ça c'est un peu ma question. L'autre élément, c'est tout je veux comprendre quelle est la corrélation. C'est enquête, observation, puis des données géospatiales. Comment les déplacements sont corrélés par rapport aux déplacements, ou bien c'est l'inverse qui se fait. On observe déjà à travers la cartographie les déplacements avec les causes, et on essaie de comprendre avec les populations pourquoi vous avez déplacé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. En fait, quel est le lien de causalité entre les deux, entre les enquêtes et les observations géospatiales. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question au troisième intervenant. Plus fort, Andrés. plus fort.
On vous entend. Andrés, qui n'a pas pu venir au Sénégal, c'est relativement à la question sur les données de téléphonie mobile. Je pense qu'il a dit quelque part que les données de téléphonie mobile de Sonatel peuvent nous aider à explorer le lien entre les chocs climatiques et la migration. Je voudrais savoir, est-ce que dans un autre pays, ce modèle a été utilisé? J'ai une préoccupation par rapport à la question des données à caractère personnel. Parce que quand vous manipulez des données relatives à la téléphonie mobile, vous manipulez des données à caractère personnel. Est-ce que cet aspect-là est pris en compte? Merci. Bonjour, donc c'est Dr Amadou Diaw. Je pense comme la plupart des personnes ici présentes, tous nous avons plusieurs casquettes. Et peut-être c'est au nom de ces plusieurs casquettes aussi que je vais m'exprimer. J'ai fondé un cabinet de conseil en 2018 ici au Sénégal qui s'appelle CCRAD, Changement climatique, risque, action, développement et environnement, dans la perspective de retour au Sénégal, parce qu'à l'époque j'étais enseignant-chercheur à l'université de Caen, Normandie, où d'ailleurs toujours je suis chercheur associé au centre de recherche risque et vulnérabilité. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, à un moment j'étais conseiller technique au cabinet du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. J'ai écouté l'ensemble des présentations que je trouve extrêmement intéressantes et véritablement très pertinentes, et je salue véritablement cette initiative, ce projet qui vise véritablement à travailler sur la mobilité climatique. Et la première des choses, c'est une contribution, c'est pour savoir est-ce que le réseau CLAMB, est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a aussi d'autres initiatives dans la même veine et qui travaillent sur l'ensemble de l'Afrique. Je veux parler notamment d'un programme sur lequel je contribue personnellement, qui s'appelle l'Initiative pour la mobilité climatique en Afrique, ACMI, qui a été lancé en septembre 2021 par la Commission de l'Union africaine, la Banque mondiale et le système des Nations unies, et qui visait à justement mettre en place un programme sur la mobilité climatique en Afrique de façon générale. Et dans ce sens, le Centre mondial pour la mobilité climatique a déjà travaillé sur des projets de ce type, parce que l'objectif global, c'est d'arriver pour chaque pays de l'Afrique d'avoir justement un modèle qui permet de prendre en compte les mobilités liées au climat en Afrique. Et le premier rapport qui a été produit, c'était au mois de juin dernier, c'est celui du Niger. C'est pourquoi aussi je voudrais donner la référence, parce que la méthodologie qui est développée là-bas, elle est extrêmement intéressante. Et peut-être essayer de voir effectivement par rapport à votre méthodologie, quelles sont les convergences et les divergences que vous pouvez trouver, parce que peut-être aussi ACMI avait prévu aussi de faire le même travail pour le Sénégal. Et à partir de là, essayer de voir aussi quelles sont les collaborations possibles pour peut-être travailler dans cette même dynamique. Et pour le Niger, le rapport qui a été produit au mois de juin, il est intitulé « Projection et réalité actuelle de la mobilité climatique au Niger », avec véritablement une modélisation qui s'appuie sur les données du GIEC, mais aussi sur les données locales. Et peut-être essayer de voir par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme enseignement par rapport à ce que vous comptez faire au Sénégal. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant de faire cet exercice-là. Le deuxième élément, c'est par rapport à la revue de la littérature, surtout pour le niveau national. Et par rapport à ça aussi, quelques contributions. Parce qu'avec le professeur Mamadou Dimé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre de rapports qui sont sur les enjeux liés au changement climatique et les mobilités humaines, avec l'OIM, notamment dans le cadre de l'ARMP. Un des premiers rapports que nous avions produit, c'était d'ailleurs en août 2023, c'était sur justement par rapport à votre approche, c'était l'analyse des politiques publiques en lien avec la thématique migration, environnement et changement climatique au Sénégal, qui est un rapport qui a permis véritablement de faire l'état des lieux sur la prise en compte de la dimension changement climatique dans les politiques publiques et dans les outils de planification qui existent au Sénégal. Ce premier rapport, il a été produit dans ce cadre-là en juillet 2022. C'est ça justement qui nous a conduit à faire une autre étude
dans le cadre de ce programme qui était centré justement sur l'étude de l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine dans les secteurs de l'agriculture, des mines, de la transhumance et la pêche au Sénégal. Et ce rapport a été validé en 2023. Et justement, on revient véritablement sur ces dimensions-là, les mobilités liées au changement climatique dans des secteurs particuliers au Sénégal. Avec le professeur Dimé, également, nous avons mis à jour la politique nationale de migration du Sénégal sous la conduite de la primature. Donc la dernière version de la politique nationale de migration, c'est nous qui l'avons fait justement, véritablement sous le leadership de la primature. Et récemment, ce document a été validé. Et la suite, justement, comme l'a expliqué tout à l'heure les deux représentants de l'État, les groupes de travail ont commencé à être mis en place pour justement aller vers une mise en œuvre. Et le dernier aspect, c'est par rapport aussi à tout ce qui est changement climatique et zone côtière au Sénégal. J'ai coordonné l'équipe de consultants qui a élaboré le plan national d'adaptation au changement climatique des zones côtières du Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Diambarène. Ce document aussi a été validé il n'y a même pas 2 semaines, lors de la conférence nationale, la première conférence nationale sur les zones côtières au Sénégal, qui s'était tenue il y a quelques jours, qui sont vraiment des documents essentiels, fondamentaux, qui permettent véritablement d'aborder ces questions-là et qui permettent aussi de vous donner des billes. Moi, j'ai produit énormément de données, mais malheureusement, ce ne sont pas des données quantitatives, énormément de données qualitatives sur changement climatique et mobilité humaine au Sénégal, sur l'ensemble, particulièrement sur l'ensemble de la zone côtière du Sénégal. Maintenant, par rapport à la méthodologie, juste je vais finir là-dessus pour ne pas trop monopoliser la parole. Par rapport à la méthodologie qui a été présentée, j'ai 2 préoccupations, très honnêtement. Et d'ailleurs, l'une des préoccupations rejoint véritablement la préoccupation exprimée par le commissaire Diop, qui sont véritablement des préoccupations d'ordre épistémologique et éthique. Le premier élément, justement, lorsqu'on parle de l'utilisation de données de téléphonie mobile, qui sont de données à caractère personnel extrêmement sensibles. Ma première question par rapport à ça, quelles sont les démarches qui ont été faites auprès de la CNDP par rapport à votre objectif d'utiliser des données mobiles? Comment ont été ou comment seront sélectionnés et recrutés les individus? Est-ce que ces individus sont informés? Et tout à l'heure aussi, lorsque vous dites, quand vous rencontrez une personne, vous vous demandez de vous indiquer 3 personnes, c'est comme ça que vous arrivez. Est-ce que ces personnes qui sont indiquées, elles sont au courant? Est-ce qu'elles sont informées de l'utilisation de ces données? Parce que ce sont des données extrêmement sensibles, surtout aussi, disons réellement, on est dans un pays où la migration irrégulière, elle est extrêmement très présente. Et quand vous utilisez des données à caractère personnel sans que la personne ne soit au courant de cela, pour moi, ça pose un certain nombre de questions éthiques qu'il faut véritablement régler au préalable, et puis aussi le respect des différentes réglementations qui existent au niveau national et au niveau international sur ces questions-là. Pour moi, ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire comme ça à la va-vite. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'avoir des éléments par rapport à ces questions-là. L'autre élément, c'est justement l'utilisation de la lumière en considérant une maison. C'est une personne par ménage, ce qui est un véritable biais épistémologique. Au contraire, au Sénégal, quand on regarde une maison, ce n'est pas une maison, c'est une concession où il y a énormément de ménages à l'intérieur. Et le fait de considérer que lorsqu'il y a une lumière et qu'après que la lumière elle est éteinte, ça veut dire que la personne elle est partie. Ou bien lorsque la lumière est allumée, peut-être personne n'est parti alors que 10 personnes sont déjà parties. Donc, c'est pourquoi aussi, par rapport à ça, peut-être essayer de revoir un peu l'utilisation de cet outil-là. Je m'en arrête là et je vous remercie. Merci. On a deux autres questions. On a une question de M. Sall et une question de M. Sec. Et on a également quelques questions en ligne. Voilà, merci. Moi, je vais être plus bref que mes prédécesseurs. J'avais une grande préoccupation pendant tout le temps que je suivais les présentations. Et heureusement qu'il y a eu la présentation sur la modélisation. Je pars du principe qu'il n'y a aucune proposition en matière de, disons, démarche scientifique, surtout quand elle
elle est nouvelle, qu'il n'y ait pas de limite. Mais le mérite que la modélisation qu'il a présentée réside dans le fait que la question du changement climatique occulte totalement tous les facteurs aussi qui ont contribué ou même aggravé ce même changement climatique. C'est-à-dire on a tendance à tout externaliser, à mettre sur le dos du changement climatique, jusqu'à vraiment, je veux dire, occulter les différents systèmes de mauvaise gouvernance, de politique publique, qui aussi ont eu des incidences sur cette mobilité-là et ces migrations. Quand on prend l'exemple de la pêche, il est vrai que le changement climatique a, disons, impact sur les migrations des pêcheurs, a transformé par exemple leur trajectoire, mais il faut aussi dire qu'il y a des politiques publiques qui ne peuvent plus continuer à être, je veux dire, qui méritent d'être, je veux dire, je perds mes mots. Oui, je veux dire, revue. Parce qu'il y a, quand on regarde ces dernières années, il y a eu, c'est vrai, beaucoup de mouvements vers les Canaries, mais la déduction logique, la première conclusion qu'on fait, oui, c'est parce qu'il y a le changement climatique, c'est parce que ces communautés dépendent des petits pélagiques qui sont les espèces les plus vulnérables au changement climatique, parce que ça, il y a pas mal de travaux scientifiques par Curie qui l'ont démontré, mais c'est vraiment dédouaner complètement les autorités publiques sur un certain nombre de pratiques qui continuent encore aujourd'hui, même avec le changement de gouvernement, et qui consiste par exemple à encourager la fabrication de farine de poisson, qui est faite à partir de ces mêmes pélagiques. Je veux dire, il y a toute cette question-là qui pourrait être prise en compte à partir de ce modèle qu'il vient de proposer. Parce que les facteurs socio-économiques, les facteurs politiques qui contribuent aussi au dérèglement climatique doivent être pris en compte. Donc c'est ce que je voulais vraiment un peu insister, l'aspect sur lequel je voulais insister, en encourageant vraiment la mise en application de ce modèle, qui pour moi serait une première qui pousserait par exemple des experts intéressés par le changement climatique à avoir une approche beaucoup plus holistique et puis surtout dans une approche un peu plus transdisciplinaire, pas multidisciplinaire. Il faut vraiment qu'on puisse mettre en commun, par exemple, un peu mutualiser les efforts, les connaissances et encourager vraiment à promouvoir le test de ce modèle-là, qui aura ses limites, pour une première fois pour avoir vraiment une idée claire sur tous ces facteurs multidimensionnels qui impactent sur le changement climatique. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question de M. Sec. Je vous remercie. Je voudrais remercier le dernier intervenant. Je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom. Mais c'est vrai que quand on ouvre le dialogue avec les populations qui sont concernées, assez rapidement, elles mettent sur la table cette question qu'elle a évoquée. Ne discutons pas seulement de changement climatique, mais examinons aussi les questions connexes liées aux licences de pêche, à la surexploitation, etc. Nous-mêmes, on a été confrontés à cela à Kafountine comme à Guet-Ndar, et nous avons discuté avec 558 personnes durant l'enquête. Et ça revient systématiquement. On sent très vite qu'il y a une volonté de ne pas être enfermé seulement dans cette explication-là, changement climatique. Deuxième chose qui nous semble importante, c'est comment on ne devrait pas se focaliser simplement sur la génération de nouvelles données, mais sur l'exploitation des données qui existent et qui sont produites par des organismes spécialisés. J'aurais aimé, par exemple, ici, voir dans cette salle le centre de suivi écologique, qui peut, à temps réel, vous donner la situation sur la biomasse au Sénégal, sur les feux de brousse, une préoccupation qui a été exprimée ici, mais vraiment avec des données mises à jour et qui permettent tout de suite de deviner, en termes de perspective, où vont aller les éleveurs, en termes d'effet sur le pastoralisme, quel sera l'effet de la production de biomasse au Sénégal. Et assez rapidement de voir ce qui risque de se passer. Nous avons aussi également le CROC, nous les avons rencontrés. On s'est rendu compte assez rapidement qu'ils avaient beaucoup de données, mais qui sont sous-exploitées. Ce n'est pas seulement les humains qui migrent, ce sont aussi les espèces halieutiques, notamment la satnère ronde, qui quitte nos eaux pour aller vers les eaux plus froides.
Et donc, comment lire cela? Comment comprendre? Comment anticiper pour se dire que chaque fois que les populations, les poissons vont migrer, les pêcheurs vont migrer pour suivre ces poissons également. Et donc, comment attacher de l'importance à l'exploitation de ces données qui existent déjà? L'ANACIM, moi, je ne les vois pas simplement comme une agence qui donne des informations météo, mais qui aide un peu à comprendre ce qui va se passer également. Lorsqu'on voit tout ce qui est modélisé sur les précipitations, sur l'hivernage, sur la partie sud du pays, où on a des risques d'assèchement, on voit très clairement ce qui va se passer dans les prochaines décennies en termes de flux migratoires, de départ de cette zone-là vers d'autres. Donc il faut qu'on prenne en considération dans ce que nous devons faire, l'existant et surtout les compétences distinctives de ces organisations qui font parfois des choses mieux que nous parce que spécialisées dans ce domaine. On ne peut pas faire le même travail que le CSE, ni que l'ANACIM ou le CROT, mais on peut s'en saisir pour avancer plus rapidement dans nos travaux de recherche. Dernière préoccupation, ça a été dit, j'imagine que ça a été fait par IPAR et ses partenaires. Systématiquement, nous avons pris la précaution, avec y compris nos enquêteurs, d'avoir une politique de sauvegarde des enfants et des personnes vulnérables. Et parmi ces personnes vulnérables, nous avons inscrit tous nos interlocuteurs, les pêcheurs, les responsables d'associations de pêche, parce qu'on touche à des données personnelles et qui sont extrêmement sensibles. Donc, comment le prendre en charge dans un document clair et précis, c'est peut-être aussi une tâche que nous devons nous donner systématiquement au niveau des organisations de la société civile de recherche. Avoir une politique de sauvegarde qui prend en compte cette question de collecte, de traitement et de divulgation des données pour ne pas avoir des surprises. Je vous remercie. Madame, c'est vrai que le débat est intéressant et il y a des points soulevés par certains dans le débat, comme dans les exposés aussi, il y a des informations et des repères. Alors, ma question c'est, à quelle période on a commencé à parler de changement climatique? Si on sait que les faits soulevés par nos panélistes avaient déjà soulevé des problèmes de déplacement dans la période coloniale, l'après-indépendance, les déplacements liés aux cultures, par exemple, de l'arachide, au mouvement du poisson, quelqu'un l'a dit tout de suite, parce que ce n'est pas seulement parce qu'il y a changement de climat que les pêcheurs poursuivent le poisson, mais c'est dit dans des saisonnalités où les pêcheurs poursuivaient le poisson, parce que le poisson migrait selon les saisons. Donc, quel est le lien que vous avez fait entre ces périodes-là pour aujourd'hui parler de changement climatique et qui presque accapare toutes les directions de recherche, alors qu'il y a d'autres faits, comme on le dit, ça l'a dit tout de suite, il y a d'autres faits qui ont fait que les déplacements ne sont pas seulement liés au fait du changement climatique, mais il y a d'autres facteurs aussi qui poussent les gens à bouger. C'est ça ma question, quoi, le lien, et surtout les repères. Parce qu'il y a une question idéologique autour des changements climatiques. Ça, il ne faut pas le nier. Parce que demain, la mise en place des politiques publiques aussi a des orientations. Forcément. Donc, nous devons prendre en compte toutes ces dimensions-là pour une bonne compréhension. Le débat entre modélistes, là, les intellectuels, nous avons besoin, par exemple, que ces données que vous collectez, c'est bien, parce que vous avez joué votre rôle en tant que chercheur et tout ça, quoi. Mais dans les secteurs où nous intervenons, nous avons besoin, par exemple, que ces données soient transcrites, de sorte que les gens puissent avoir une idée, une compréhension, selon leur niveau. Parce qu'il y a des problèmes de niveau aussi. Merci. Merci beaucoup. Il y avait une question en ligne. Est-ce que vous pouvez la lire? Il y avait plusieurs questions en ligne. Il y avait une question en ligne de M. Kébé. Oui, il y avait aussi une question plusieurs questions en ligne de Leslie, de Médecins sans frontières. Leslie est de... Comment on appelle ça? Elle est du comité de pilotage du projet Climb. Du coup, je prends toutes les questions en ligne. Ok, il y a une question de monsieur... Ah,
Tcherno. De Monsieur Moustapha Kébé. Dans le cadre d'une étude, nous avons constaté de visu les conséquences des changements climatiques dans certaines zones côtières, notamment du sud du Sénégal, Kafountine et Linkin, et du nord, Saint-Louis, avec une avancée de la mer qui pourrait impacter l'économie dans ces localités de la pêche. Est-ce que ce projet pourrait envisager d'étudier l'impact réel de ces changements sur les populations à moyen et long terme? Une autre question de Leslie. Do we have the question list for the RDS? I'm interested to know whether you will attempt to track movement and or intent movement. Example, asking where an individual would consider moving if necessary. Ensuite, une deuxième question de Leslie. Could we please get some additional details on this data set, recognizing the confidentiality and... C'est tout? C'est tout. C'est les trois questions du panel. Ok. En termes de questions, on a eu beaucoup de questions pour DPA. Et il y a Andrés qui est censé encore être en ligne. Et on a un autre représentant de DPA qui vient de nous rejoindre. Je pense qu'il sort de l'aéroport. Ouais. Et donc, Andrés pourra répondre aux questions et Nicolas pourra compléter, je pense, puisque Nicolas n'était pas là pendant les présentations. Ensuite, on a eu pas mal de questions aussi sur... pour Andrés, c'était sur la question de la confidentialité des données personnelles, quand on parle de données de téléphonie mobile, la question des... comment on appelle ça? Enfin, plusieurs personnes ont posé cette question de différentes manières. La deuxième question, c'était sur l'enquête RDS. Comment on s'assure que ces personnes-là sont protégées quand on donne leur nom, puisqu'en fait, c'est une enquête de réseau. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de la fiabilité de l'information, du consentement? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises dans l'enquête RDS pour protéger ces personnes-là? Voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs questions sur les zones d'intervention du projet. Est-ce qu'on peut travailler sur d'autres ressources, comme les ressources halieutiques? Il y a eu la question de M. Kébé en ligne. Il y a beaucoup d'érosion côtière. C'est des impacts qui sont très importants et qu'on ne regarde pas souvent quand on parle de changement climatique, mais on sait que la communauté de pêcheurs et que le secteur de la pêche a été énormément touché ces dernières années par le changement climatique, la surpêche aussi, mais qu'il y a une péjoration des conditions de vie dans ce secteur-là. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mobilité? Qu'est-ce que ça entraîne? Est-ce que Climb peut se pencher sur la question des zones côtières et des ressources halieutiques spécifiquement? Et sur cette même lancée-là, comment est-ce qu'on évalue la mobilité? Quelles sont les données que Climb utilise pour évaluer la mobilité, autres que les données de téléphonie? Que veulent dire ces données? Il y a des questions sur l'utilisation de la lumière pour évaluer la mobilité dans des contextes subsahariens où une lumière ne veut pas dire une famille, une lumière ne veut pas dire une personne. Voilà, en très condensé les questions qui ont été posées, mais si vous avez en tête plus de détails sur ce qui vous a été posé, s'il vous plaît, prenez le temps d'y répondre. On va donc commencer par Andrés, ensuite Nicolas, ensuite Sapiens et Stéphano. Stéphano, il y avait quelques questions pour toi, très pointues. Si on n'a pas de temps, je vous inviterai à déjeuner ensemble. Merci. Oui, donc, bonjour à tous. Donc Nicolas Decor de DPA. Donc un point juste sur l'usage des données mobiles, des opérateurs mobiles. C'est un domaine qui est extrêmement régulé et contrôlé. Donc
je pense qu'un opérateur perdrait sa licence presque immédiatement s'il ferait une erreur de ce type de choses-là. Donc c'est pris au plus haut degré et au plus sérieux que vous pouvez imaginer la confidentialité des données personnelles. Donc non seulement au niveau des telcos, mais en plus bien sûr au niveau de la régulation. Donc au Sénégal, la CDP, qui est un des pays avancés en Afrique sur l'usage, sur ce type de choses. Donc en fait, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de ce qu'on appelle un tout petit peu techniquement les comptes rendus d'appel, des CRA, et c'est ce qu'un télécom, un opérateur de téléphonie utilise pour calculer vos factures. Donc en fin de journée, on regarde si vous avez reçu des appels ou si vous avez émis des appels. Mais c'est ça le résultat qui est mis quelque part dans une base de données, et puis on supprime tous les numéros appelants, appelés, et on fait des synthèses. Et ces synthèses sont des choses qui peuvent être utilisées dans une facture, le nombre d'appels, la durée des appels et des choses comme ça. Et bien entendu, dans les data warehouses, par exemple d'Orange au Sénégal, ce sont aussi des informations qui constituent des statistiques pour savoir où déployer le réseau, est-ce qu'il y a plus de gens qui appellent de cette antenne-là à cette antenne-là, et ce genre de choses. Donc ce sont vraiment des statistiques. Donc les discussions qu'on a eues et qui sont en cours avec la Sonatel, c'est pas terminé, on est occupé à définir les protocoles. Mais donc les discussions en cours, c'est de façon très concrète, c'est d'obtenir des volumes de personnes par commune par jour. Donc vous avez 3250, parce qu'il y a eu 3250 personnes qui, en moyenne, étaient dans cette commune. Et la commune, ce ne sera pas très précis, parce que c'est ce qui est couvert par des antennes qui couvrent à peu près la commune. Et donc, voilà, donc c'est tout ce qu'on va avoir dans la base de données, 2350. Donc il est excessivement difficile de retrouver une personne avec le chiffre 2350, vous pouvez imaginer. Ceci dit, quand ces chiffres sont trop petits, il y a une des nombreuses techniques d'anonymisation qu'on appelle le K-anonymity, le chiffre K indiquant l'échantillon minimum dont on peut transmettre l'information. Je crois qu'au Sénégal, il s'agit de 50. Donc dans notre base de données, il y aura plein de blancs, partout où il y aurait moins de 50 personnes dans la commune pendant cette journée. Donc vous voyez qu'il est, de ça, il est très difficile de retrouver quelqu'un, et il faudrait qu'il y ait un intérêt de retrouver quelqu'un. Donc c'est pas comme ça, personnellement, c'est pas comme ça que je m'y prendrais si je devrais trouver quelqu'un dans une base de données, d'accord? Donc je crois qu'on peut vraiment rassurer tout le monde que ce qui est mis en place, c'est un protocole qui est extrêmement sécurisé et qui sera de façon assez claire défini et dirigé par la Sonatel, qui est un des leaders en Afrique sur ce type d'indicateur. Donc je pense qu'on est dans de bonnes mains. Merci. Sapiens? Pendant que le micro va à Sapiens, je voudrais juste indiquer que les zones sur lesquelles on va travailler de façon spécifique dans le cas du projet, on en a identifié quelques-unes, mais elles ne sont pas encore, c'est pas coulé dans le béton. L'idée était pour nous d'avoir des points dans différentes zones agroécologiques du Sénégal où on sait qu'il y a des contraintes climatiques sur le secteur agriculture et qui donc par conséquence pourraient entraîner des contraintes dans le développement économique et des mobilités de personnes. Et donc on a choisi des localités qui vont de Matam à Sédiou. Mais la discussion aujourd'hui pourrait nous amener à réfléchir à d'autres localités parce que je crois qu'on n'a aucune localité sur la côte, rien du tout sur les questions de pêche. Donc c'est suite à cet atelier, c'est quelque chose qu'on va vraiment réfléchir au sein du consortium. Donc merci beaucoup Monsieur Sall et Monsieur Kébé en ligne pour cette intervention. Sapiens, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Okay. Merci encore. Merci pour les questions qui étaient très intéressantes. D'ailleurs, on parlait durant les questions. Donc, je vais commencer par la question qui a été adressée par mon ami. Apparemment, il n'est plus... Ouais, il est sorti. Mais je peux peut-être commencer. Bon, je vais juste répondre à sa question. Donc, il a demandé... concernant le Wildfire, c'est par rapport au feu de brousse, il a demandé, il a dit pourquoi on essaie un peu de suivre ça. Je pense que c'est un élément très très capital. Et ça, c'est une situation que l'on prend
Et peut-être par rapport à sa question, c'est que nous, on a fait pour pouvoir identifier les indicateurs que l'on peut suivre sur les images satellitaires, c'est qu'on a regardé beaucoup plus les indicateurs, les éléments qui sont le plus influents, surtout pour le Sénégal, et surtout que c'est aussi un pays un peu plus désertique. Donc, il y a par exemple les éléments sur la dégradation des sols, les éléments sur les érosions côtières et tout le reste. Et on a considéré qu'il y avait d'autres éléments. C'est pour cela le modèle, il n'est jamais complet. Et c'est un élément que Stéphano m'a soufflé à l'oreille. Donc, on ne va jamais prendre tout, mais c'est un élément que l'on peut prendre si c'est vraiment assez influent pour nous aider à pouvoir traquer les questions de migration. Donc, ça, c'est un élément. Il a aussi parlé de... Il a aussi parlé de sources de données. Je pense que c'est une autre personne qui a parlé des sources de données et pouvoir utiliser les sources de données qui sont déjà disponibles au niveau local. Je pense qu'il parlait des éléments sur le suivi écologique. Je pense que c'est une source qui partage des informations sur l'anomalie de la biomasse. Et par rapport à ça, je pense que c'est un élément aussi très capital que l'on a mentionné au début. Donc, ce que nous, on avait fait de notre côté, c'était de pouvoir mettre en place un système qui est ouvert. Le système, il est ouvert, ça veut dire que toute donnée qui est disponible, on peut mettre ça dans le système et le modèle peut consommer ça. Mais maintenant, comment est-ce que le modèle il consomme cela? C'est que j'ai insisté sur un élément sur la revue de qualité des données. C'est d'ailleurs un système qui a été mis en place, d'ailleurs une méthodologie qui a été mise en place par Stéphane Lang, et malheureusement il est dans un appel. Donc ils ont travaillé sur des critères de validation des données, et ces critères de validation des données vont pouvoir passer sur plusieurs aspects sur ces données. C'est par exemple la précision des données. Est-ce que ces données, elles sont présentées au niveau des communes, au niveau de coordonnées géographiques, ou ce sont des données partagées régionalement, ou ce sont des données partagées nationalement. Pour ceux qui le savent, la plupart des données de migration, c'est des données nationales. Donc, si tu vas au niveau des IDMC, si tu vas au niveau des OIM, ils vont te donner des données nationales qui n'aident pas le modèle. Donc, on le met dans le modèle et à la fin, donc ça va passer à travers ces critères. Il y a les critères il y a la précision temporelle, la précision spatiale, il y a la confiance à ces données. Est-ce que ces données sont dignes de confiance? Il y a aussi la méthodologie de collecte de ces données. Ces données ont été utilisées par les nouvelles méthodologies digitales. Est-ce qu'elles sont utilisées? Elles ont été collectées par des anciennes méthodologies avec des papiers où beaucoup de gens vont faire d'erreurs dans le reportage, dans l'encodage et tout le reste. Donc tout cela va faire un score final qui est entre 1 et 5. Si les données sont au-delà de 3, elles vont passer dans le modèle, mais après ça peut toujours ne pas passer dans le modèle parce que il peut s'avérer qu'il y a 3 types de données qui arrivent au même moment. Disons que par exemple pour l'analyse des biomasses, il a parlé de suivi écologique d'une agence nationale de suivi écologique qui partage cela. Il y a ACEF qui produit aussi ces mêmes types de données, Action contre la faim, et qui est un peu plus approfondi. Il y a le Food Security Cluster avec PAM et FAO qui travaille aussi sur quelque chose de similaire et qui est peut-être plus approfondi. Cela va nous permettre d'avoir une donnée relative à cet indicateur qui a un score un peu plus avancé par rapport aux différents indicateurs que nous validons et qui permet au modèle de consommer. Donc le modèle va devoir consommer la meilleure qualité de données pour pouvoir donner la meilleure estimation des indicateurs derrière le changement climatique. Donc je pense derrière la migration. La dernière question qui a été posée, c'est c'était peut-être par rapport à Leslie. Leslie elle a demandé par rapport aux données. Donc je pense que de notre côté, les données sont partageables parce qu'on les a obtenues de sources qui existent, des sources. C'était pour l'enquête RDS. Ah, donc c'est pas à moi. Oui, donc. Oui, et puis comme on va lui parler tout à l'heure, à Leslie, on pourra détailler un peu les choses. Super. Elle n'est plus en ligne, elle s'est déconnectée. Oh, d'accord. Ok. Merci. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Merci. Stéphano? Oui. Je suis d'accord avec les collègues économistes. C'est très important de contrôler la stationnarité, l'applicabilité, c'est-à-dire de ce modèle
l'hypothèse du modèle à les données. Et aussi, c'est très difficile de trouver les counterfactuels, les contrôle groupes. On a bien clair cette question, je veux rassurer qu'on va faire tous les contrôles. Et avec plaisir, je vais discuter pendant les repas avec les détails. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les modèles s'adaptent, on a dit, par rapport au temps et à l'espace. Ça veut dire, par exemple, que si on veut investiguer la migration des pêcheurs à cause du changement climatique, on peut le faire. Il faut juste nourrir les modèles avec ces données et le modèle va vérifier de façon quantitative si vraiment il y a une relation de cause-effet ou corrélation. Ça, c'est l'idée générale. Le modèle, c'est très général, mais il va être appliqué par des particulières situations. Et la dernière chose, ça c'est un commun général, c'est peut-être ma vision. La migration, ce n'est pas exclusivement causé par les changements climatiques. C'est un des facteurs et on va mesurer l'importance relative pour certains types de migration. C'est ça que les modèles, c'est la puissance du modèle, being able to extract the relative importance of the factors. Merci. Cela conclut notre deuxième session de la journée sur le projet CLIMB. Vous avez une meilleure idée de ce dont il s'agit. On avait pour objectif, peut-être trop ambitieux, de faire un exercice de cartographie des initiatives sur le changement climatique que vous portez dans la matinée. Je pense que ça va être impossible à faire ce matin. Ce que je vous demande, vous avez tous des petits post-it, c'est d'indiquer le nom des initiatives ou de l'initiative qui est changement climatique ou migration ou les deux que vous portez. Donc vous mettez le nom de votre institution ou de l'institution qui porte cette initiative, le nom de l'initiative, un contact, ou bien avec le nom de l'institution on saura vous retrouver. Et avant d'aller déjeuner, allez juste coller votre initiative là où elle travaille au Sénégal. Et si jamais c'est une initiative nationale et que vous êtes basé à Dakar, vous mettez à Dakar votre initiative. Donc avant d'aller déjeuner, merci de passer tous sur la carte au fond. Et on se retrouve donc pour le déjeuner.